Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on se plonge dans l'histoire de l'anthropologie. C'est une discipline fascinante, une science qui a tenté de tout comprendre sur nous, les humains. On va voir ensemble comment elle est passée d'une vision super simple, une sorte d'échelle du progrès, à une manière de voir les cultures beaucoup plus complexe. C'est un véritable voyage à travers les grandes idées que l'humanité a eues sur elle-même. Bon, on attaque direct avec la question qui fâche. Est-ce que certaines cultures sont plus avancées que d'autres? Ça peut sembler un peu brutal comme question aujourd'hui, mais c'est exactement le problème que les tout premiers anthropologues ont voulu résoudre. Et leur réponse, elle a façonné toute une science, mais aussi une vision du monde, avec des conséquences très concrètes. Alors, la première grande idée qui a émergé, c'est ce qu'on appelle l'échelle du progrès. L'idée, c'était de raconter une seule et même histoire pour toute l'humanité. Une sorte de biographie universelle où chaque société viendrait se placer sur un barreau bien précis. Faut s'imaginer l'époque. Les premiers anthropologues, comme un certain Lewis Henry Morgan, étaient ce qu'on appelle des théoriciens en fauteuil. C'est-à-dire qu'ils ne mettaient quasiment jamais les pieds sur le terrain. Non, leur méthode, c'était de rassembler des récits de missionnaires, d'explorateurs, de les comparer et d'essayer d'en tirer des lois universelles. Tout ça bien au chaud, depuis leur bureau. Et voilà à quoi ça ressemblait concrètement. C'est le fameux modèle de Morgan, datant de 1877. Pour lui, c'était simple, l'humanité suivait une seule ligne droite. Sauvagerie, puis barbarie, puis civilisation. Chaque grande invention, le feu, l'arc, la poterie, le fer, faisait monter d'un cran. C'était vu comme un processus naturel et nécessaire. Et devinez qui se retrouvait tout en haut de l'échelle au stade ultime de la civilisation. Eh oui, la société occidentale, bien sûr. Et c'est là qu'on arrive au cœur du problème, parce que cette théorie, elle n'est pas restée sagement dans les livres. Pas du tout. Elle est devenue la justification, disons, scientifique parfaite pour le colonialisme. Le raisonnement était simple. Si ces peuples sont en retard, sur les barreaux inférieurs de l'échelle, alors les coloniser, c'est presque leur rendre service. C'est les aider à monter plus vite vers la civilisation. Une mission civilisatrice en quelque sorte. Heureusement, cette vision des choses ne va pas durer. Une véritable révolution se prépare. Et elle tient en une idée toute simple. Il est temps de se salir les bottes. Quitter le confort du bureau et enfin aller voir. Le grand nom de cette révolution, c'est lui, Bronislaw Malinowski. C'est lui qui va vraiment inventer le travail de terrain moderne. Fini de lire des rapports de seconde main. Pour comprendre une culture, dit-il, il faut planter sa tente au milieu du village, vivre avec les gens, manger comme eux, apprendre leur langue, bref, y passer des années. C'est ce qu'il appelle l'observation participante. L'idée, ce n'est plus de juger ou de classer, mais de saisir le point de vue de l'indigène. Mais il y a un mais, et il est taille. Des années après sa mort, on publie son journal intime. Et là, c'est la douche froide. L'homme qui a théorisé l'empathie absolue y confie ses doutes, sa solitude, et parfois son mépris et ses préjugés racistes. C'est un choc total pour la discipline. Ça nous rappelle brutalement toute la distance qu'il peut y avoir entre l'idéal scientifique d'un côté et les préjugés d'un homme de son temps de l'autre. Pourtant, malgré tout ça, la méthode de Malinowski a apporté un concept absolument central, le relativisme culturel. Et ça, c'est un changement de paradigme complet. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on jette l'échelle du progrès à la poubelle. Fini de juger une culture à l'aune de la nôtre. Chaque culture est un monde en soi, avec sa propre logique. Il faut la comprendre de l'intérieur, avec ses propres termes. Alors, après cette phase où on s'est plongé dans des cultures très spécifiques, le pendule de l'anthropologie va repartir dans l'autre sens. On se remet à chercher des règles universelles. Mais cette fois, ce ne sont plus des étapes de progrès, mais plutôt des sortes de plans cachés, des structures invisibles qui organiseraient toutes les sociétés. Le sociologue Émile Durkheim, par exemple, s'est demandé « Qu'est-ce qui fait tenir une société? Quelle est la colle qui nous lie ?» Et il a trouvé deux types de colle. D'abord, la solidarité mécanique. Dans les sociétés plus anciennes, on est liés parce qu'on se ressemble tous. On partage les mêmes croyances, les mêmes boulots. Et puis, il y a la solidarité organique, celle de nos sociétés modernes. Là, c'est le contraire. On est liés parce qu'on est différent. Le boulanger a besoin du médecin, qui a besoin de l'ingénieur. C'est notre interdépendance qui fait la cohésion. Et pour voir à quel point ces plans cachés peuvent être puissants, regardez cet exemple. C'est fascinant. Chez les aborigènes d'Australie, la société est divisée en deux grands groupes, les Yungaru et les Wuntaru, ok? Mais ce qui est fou, c'est que cette division s'applique à absolument tout l'univers. Le soleil, il est Yungaru. La lune, Wuntaru. Les alligators d'un côté, les crocodiles de l'autre. C'est comme si la structure de leur société était une sorte de plan pour classer le cosmos tout entier. Forcément, une critique a fini par arriver. C'est bien joli ces grandes structures, ces plans cachés, mais les gens dans tout ça, les vrais individus, avec leurs choix, leurs stratégies, leurs conflits, on ne les voyait plus.
Alors l'anthropologie a de nouveau changé de cap pour s'intéresser au pouvoir, au conflit et à l'action. Un groupe de penseurs qu'on a appelé l'école de Manchester va avancer une idée assez contre-intuitive. Pour eux, le conflit, ce n'est pas une panne du système social. Au contraire, c'est un moteur. Ils ont montré que certains conflits, certaines disputes, même des rituels de rébellion, sont en fait nécessaires pour que la société fonctionne, pour relâcher les tensions, et au final, pour renforcer les règles. Le conflit n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité. Et puis il y a Frédéric Barthes, qui va pousser la logique encore plus loin. Pour lui, la société n'est pas du tout une structure rigide, c'est plutôt un marché. Un immense marché où nous sommes tous des sortes d'entrepreneurs sociaux. On fait des choix, on négocie, on passe des deals en permanence pour essayer de maximiser nos avantages, notre statut. La société, ce n'est pas une chose figée, c'est le résultat en temps réel de toutes ces transactions. Ok, on a parlé des structures, des individus. Et si la clé était ailleurs? Et si, pour comprendre une culture, il fallait d'abord regarder les conditions matérielles? Le climat, les ressources, l'écologie. Pour illustrer cette idée, je vous donne un chiffre, juste un chiffre. 700 millions. 700 millions de quoi, à votre avis? Eh bien, ce sont les tonnes de fumier produites chaque année par les vaches en Inde. Ça semble un peu trivial, mais pour l'anthropologue Marvin Harris, c'est la clé de tout. C'est le cœur de sa théorie, le matérialisme culturel. Il prend l'exemple de la vache sacrée en Inde. Pour un regard extérieur, ne pas manger un animal si utile, ça semble irrationnel. Mais Harris nous dit, attendez, calculez. Une vache vivante produit du fumier, qui est un combustible vital, l'équivalent de millions de tonnes de charbon, et un engrais essentiel. Bref, elle a bien plus de valeur vivante que morte dans une assiette. Ce qui semblait purement religieux a une logique matérielle, écologique, implacable. Et on arrive au dernier grand virage, peut-être le plus déstabilisant. Après avoir passé un siècle à pointer sa caméra vers les autres, l'anthropologie va la retourner sur elle-même. Elle commence à se poser des questions très inconfortables sur ses propres méthodes, sur son pouvoir et sur ce que ça signifie vraiment d'écrire sur une autre culture. L'affaire Carlos Castañeda, c'est l'exemple parfait. Ce gars a écrit des livres à succès où il racontait son initiation auprès d'un chaman. Il a présenté ça comme une thèse de doctorat, un travail d'anthropologie. Sauf que de plus en plus de voix se sont élevées pour dire que tout était probablement inventé, de la fiction. Et ça a déclenché une vraie crise. Où s'arrête le rapport scientifique et où commence la belle histoire? Un anthropologue est-il un scientifique ou un écrivain? Et les questions sont devenues de plus en plus fondamentales. Est-ce qu'une ethnographie, ce livre qui décrit une culture, est un rapport objectif? Ou est-ce que c'est une histoire, une fiction, construite par l'auteur avec ses propres biais? Et surtout, la question qui tue, qui nous donne le droit, l'autorité de représenter les autres, de parler à leur place? Finalement, quand on regarde tout ce chemin, de l'échelle arrogante du progrès jusqu'à cette remise en question totale, on se rend compte que l'histoire de l'anthropologie, c'est l'histoire d'un long, très long désapprentissage, une leçon d'humilité qui a duré 150 ans. Et ça nous laisse avec une dernière question, qui n'est plus seulement pour les anthropologues, mais pour tout le monde. Si eux ont mis tout ce temps à prendre conscience de leurs préjugés, quels sont les nôtres aujourd'hui? Quels sont nos propres angles morts?